Bah, c'est vrai que l'expérience dans ces cas-là c'est important, ça permet de relativiser et de se projeter sur le futur et pas de ressasser. C'est vrai que c'est toujours embêtant quand on perd des joueurs importants en toute fin de mercato pour diverses raisons. Là, on va dire que la chose la plus embêtante c'est la blessure de Loïc parce que ça fait jamais plaisir de voir un garçon s'arrêter sur blessure alors qu'il a fait toute la préparation, qu'il était plutôt bien et qu'on sait qu'il est plutôt dans la dernière partie de sa carrière. Donc forcément on est tous touchés de ça et en plus il y a une importance, j'ai envie de dire un garçon très expérimenté, référent pour nous, pour tout le monde dans le groupe qui va être sur le côté, donc on va essayer de faire en sorte de l'amener à amener son expérience autrement. Bon, le départ de Brice on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus et puis surtout moi comme tous mes collègues d'entraîneurs je pense qu'on a vraiment des questions, on se questionne tous sur le pourquoi d'un mercato qui se termine alors que les championnats démarrent, c'est surtout ça la question. Maintenant c'est comme ça donc on peut pas faire autrement. Mais je pense que dans l'intérêt de tout le monde et surtout de l'équité sportive, on va dire, ça serait bien que les mercatos ferment juste avant la J1. Comme ça, tout le monde aurait des effectifs identifiés et tu démarrerais pas avec une équipe qui pourrait, sur 3 matchs, être chamboulée. On sait très bien que là, sur les quelques heures qui restent d'ici la clôture, il va y avoir un nombre de mouvements très important. C'est comme ça, je ne l'explique pas trop, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça, mais c'est tous les ans pareil, donc je pense qu'on pourrait presque même faire un mercato de 15 jours ou 3 semaines, ça ne changerait pas grand chose. Est-ce que ça veut dire que toi concrètement aujourd'hui, à un peu plus de 24 heures du coup d'envoi, tu n'as pas forcément 100% de certitude en fait sur les noms que tu peux coucher sur le groupe? Si, moi je ne suis pas dans les projections, j'ai déjà beaucoup d'interrogations concernant l'adversaire, ce qu'il va me proposer, la qualité, les moyens à mettre en œuvre pour livrer la meilleure prestation possible, donc je vais éviter de me poser des questions autre parce que déjà on n'a pas tous les réponses. Alors je sais que j'ai la chance d'avoir une relation constante et on va dire multi-quotidienne avec Max et la direction qui me permet d'avoir une vision claire de ce qui se passe. Mais pour moi, à partir du moment où on est là demain. Mais je sais qu'il peut y avoir des choses extraordinaires où on ne peut pas refuser qui peuvent arriver. C'est de plus en plus difficile, ces périodes de mercato, vous trouvez? Je sais pas, c'est de plus en plus difficile, c'est tous les ans difficile. En tout cas, ça va pas en s'améliorant, c'est clair. Je répète ce que je disais, je ne comprends pas le pourquoi, du comment, pourquoi on se met à tout bouger dans les dernières heures, alors qu'on a eu le dernier match, c'était mi-mai en championnat, on a eu tout l'été pour ajuster. Voilà, il y a des choses qui sont pas complètement compréhensibles pour les entraîneurs. Il y a d'autres enjeux, on le sait. Des enjeux financiers, il y a les agents qui imposent aussi des choses, il y a des mouvements aussi qui se font en haut à la fin, donc c'est les flux, hein, ça démarre en haut et l'argent irrigue et descend, a priori c'est ce qu'on dit en tout cas. Donc on doit faire avec et puis il faut pas chercher à lutter contre ça, il faut au contraire chercher à s'adapter. Mais si vous me donnez mon avis, effectivement je préférerais que le mercato, comme beaucoup d'entraîneurs, se termine la semaine avant la première journée de championnat. Ça permettrait d'avoir des gens identifiés dans le club et qui se projettent sur la saison. Vous avez pu quand même travailler normalement cette semaine? Vous avez senti les joueurs impactés par ça? Sur ce qu'on pouvait faire nous, oui, évidemment, les discussions dans les coulisses, moi j'essaie de préserver mon groupe et préserver le staff de tout ça pour pas que ça vienne polluer, donc je pense qu'on a réussi à le faire. Il faut éviter de tout écouter, tout lire, tout entendre. Voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui sont alimentées par les agents. Ça fait partie du jeu. Nous on est là pour préparer l'équipe, on est là pour développer un modèle de jeu, développer des automatismes et puis surtout essayer de faire progresser les joueurs. Il y en a d'autres qui sont là pour faire de l'argent, c'est 2 métiers différents. Et voilà, on est dans le même, on va dire le même écosystème, mais on ne fait pas les mêmes choses. Nous on est là pour essayer de créer la richesse à travers la performance et surtout les spectacles et des émotions. Et puis il y a des gens qui sont là pour qu'il y ait le plus de mouvements possible dans le football pour avoir des commissions et avoir de l'argent qui circule, mais on est tous dans le même milieu, donc il faut faire avec, c'est comme ça. 5-6 jours après le match contre Lorient, est-ce que votre regard a changé avec un peu de recul Non. Par rapport à là où vous avez envie que votre équipe en soit à ce moment de la saison? Non, parce qu'il y a des choses qui sont explicables, il y a des choses qui le sont un peu moins, mais il y a aussi la volonté de ma part et de celle du staff d'améliorer les choses dans la résilience et dans la force de caractère. On a de l'avis de tous et après avoir revu le match, fait une mi-temps très cohérente et surtout qui nous aurait permis, je pense, de mener. Si une équipe doit mener à la mi-temps, je pense que c'est plutôt nous.
Pour autant, quand on redémarre comme ça contre une équipe comme ça et qu'on n'a pas surtout la capacité de réaction, c'est ça qui est gênant. Parce que le fait de mal démarrer, ça arrive. Mais on peut même pas penser qu'on a mal démarré parce que c'est vraiment une action isolée. On peut pas savoir si on a bien démarré. On a juste fait 2 bêtises qui nous ont coûté un but. Et pour le coup, c'est ce qu'on n'a pas mis derrière qui m'a gêné, c'est-à-dire garder le cap du projet de jeu, du projet de ce match-là en fait, par rapport à ce qu'on a mis en place tactiquement. On est vite sorti de ça. Et quand on sort vite de notre projet, on devient une équipe moyenne parce qu'en face il y a de la qualité et que nos joueurs ont besoin d'avoir un cadre bien compris de tous pour être bons. Et je trouve qu'on a fait une deuxième mi-temps décevante dans notre capacité à être constant dans les efforts. C'est dans ces moments-là qu'on s'aperçoit qu'il y a peut-être toujours une convalescence en fait à Grenoble. C'est presque le premier moment un peu difficile depuis ton arrivée. Ouais, après on n'a jamais été trop mené parce que quand on a été mené en prépa, on a vite égalisé. Voilà, bon après il y a des choses aussi qui dans le vestiaire existent, restent, mais franchement on va pas tout ramener à ça. Je pense qu'il y a des choses qui sont derrière nous, mais il faut avoir encore un peu plus de conviction et de foi en son coéquipier, en son partenaire, et ne pas penser que les choses vont se régler tout seul. C'est dans le collectif qu'on peut être bon, dans le foot en général, mais encore plus quand on est un tout petit budget de Ligue 2 et qu'on a une équipe qui n'a pas les mêmes atouts individuels que les autres. Si on veut commencer à sortir du collectif, les individualités adverses nous broient quand je vois la qualité du banc, la qualité des joueurs. Voilà, mais en première mi-temps avec les mêmes et la même qualité en face, on a fait quelque chose de cohérent. Maintenant, il faut le faire sur 95 minutes, 100 minutes, et c'est là les actes de travail en fait. C'est la constance. L'occasion de rebondir arrive finalement vite, c'est une bonne chose de tout de suite se relancer à domicile en plus. De toute façon, dans une saison, il y a des éléments qu'on connaît, c'est qu'on doit toujours avoir une capacité de réaction, parce qu'une saison, c'est toujours fait de victoires, de défaites, de moments où on a besoin de rebondir, et de toute façon, on sait qu'il y aura toujours ça. C'est vrai que c'est un bon moment pour montrer qu'on laisse ça derrière nous. Après, il y a un adversaire qui va aussi vouloir capitaliser sur son match de la semaine dernière, sur ses points. Elle en a 4, un de plus que nous, ils viennent chez nous, ils vont vouloir continuer à avancer. Voilà, mais nous, on veut non pas. J'ai pas envie de parler de rebond parce que. Voilà, mais après une défaite, on veut tout de suite repartir sur le positif parce qu'il y a une trêve et qu'on a besoin aussi de faire sonner notre compteur point. Puisque tu parles de l'adversaire, qu'est-ce que t'inspire tout simplement la performance de Pau qui est quand même assez exceptionnelle d'aller chercher, de maintenir une victoire en tout cas avec une double infériorité numérique? C'est une vraie performance déjà. Quiconque a déjà joué une mi-temps à 9 contre 11 sait que garder un score ou ne pas encaisser de but, c'est un exploit tactique mais aussi mental et pas que. Il y a aussi beaucoup de qualité pour le faire. Quand en plus c'est contre une équipe comme Caen qui est comme une cylindrée et une équipe ambitieuse. Voilà, et en plus ils ont quasiment pas concédé. Donc franchement bravo, mais je suis pas surpris, c'est des clubs avec beaucoup de qualité qui avancent dans leur projet comme a pu le faire Rodez l'année dernière et équipes comme Pau qui travaillent de façon très cohérente, sans faire trop de bruit. Il y a de la qualité, il y a de la compétence. Voilà, donc c'est des équipes qui méritent beaucoup de respect et surtout beaucoup d'attention quand on prépare les matchs pour essayer de les bousculer. Mais pour autant, on a les atouts, les armes pour le faire. Si on parlait de modèle, c'est des clubs qui ressemblent un peu à Grenoble, en tout cas qui doivent ressembler à Grenoble. Ouais, il y a des différences qui sont structurelles, qui sont aussi liées à l'histoire, au vécu. Chaque club a son histoire, mais c'est vrai qu'en termes de modèle, l'année dernière, ils ont su faire éclore des joueurs, ils ont une réputation dans le milieu qui commence à être très intéressante et qui leur permet d'attirer des très bons joueurs. Mais je pense qu'en termes de cohérence dans les projets, il y a aussi beaucoup de cohérence ici et que ça se ressemble avec peut-être un petit peu d'avance sur Grenoble dans le temps, je veux dire, la temporalité. Mais il ne faut pas dormir parce que tous ces clubs à budget dit moyen ou petit, on se rend compte que chaque année, ils progressent, ils avancent et qu'en Ligue 2, on ne peut pas être immobile et qu'il faut absolument toujours faire avancer les projets pour avoir la chance, parce que ça reste une chance de pouvoir évoluer dans le monde pro. Un nouveau joueur de champ est arrivé cette semaine. Déjà, est-ce qu'il sera qualifié? Est-ce que tu comptes sur lui pour le match de demain? Ouais, il y en a même 2 qui sont arrivés, Oui. Parce qu'il y en a un qui arrive en tout début de semaine et un autre après. Pour le coup, Mamadi et Loris, je pense qu'il faudra que je revérifie, mais pour moi, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas qualifiés. C'est 2 garçons qui viennent bien, j'ai envie de dire, coller à nos besoins. Voilà, évidemment, Loris vient dans le cadre de la blessure de Loïc. On n'aurait pas recruté à ce poste-là sinon. Il y a une opportunité qui s'est offerte à nous très vite, on l'a saisie parce qu'on trouvait que c'était cohérent en termes d'âge, de profil, de mentalité surtout, et de marge de progression.
Et puis Mamadi qui avait déjà aussi fait parler de lui en Ligue 2, alors l'année dernière un peu plus difficilement avec les Stacks, mais l'année d'avant avec Curem, je pense que c'est des... En termes d'âge et de moment de leur parcours, en plus ce ne sont pas deux prêts, c'est très intéressant parce que ça permet d'améliorer notre capital joueur avec des joueurs à potentiel qui ont des très bonnes mentalités, qui pour moi, à mes yeux, ont une intelligence foot intéressante. Donc voilà, c'est des bonnes opportunités pour le club. On les a saisis. Après, comme pour tous les joueurs qui viennent à Grenoble, il y a toujours un besoin de progresser. On ne prend jamais des produits totalement finis, soit ils sont à la relance, soit ils sont au début de leur carrière, donc il y a du travail derrière et il y a une partie qui leur appartient, il faut qu'ils bossent et qu'ils s'imprègnent bien des valeurs du club pour nous amener toute leur qualité. Pour Loris, est-ce que c'est pas un peu le signe de ce qui manque à Grenoble aujourd'hui, c'est-à-dire des jeunes qu'on est capable de faire un peu éclore en interne parce qu'ils sont déjà joués en N2, en N3 ? C'est clair que on en parle souvent avec Max, c'est que moi par rapport au club que j'ai pu connaître avant, il y a une grosse différence, c'est que tes joueurs dits de complément, alors complément c'est toujours un peu péjoratif, mais tes joueurs on va dire dans tes rotations, c'est toujours mieux quand tu les as chez toi et que tu les formes, mais nous on n'a pas de centre, donc on en a déjà parlé, on va pas revenir sur cet élément-là, ça fait partie de notre réalité du moment. Mais en même temps, Loris n'est pas venu uniquement pour faire le nombre, il a aussi un potentiel pour être plus qu'un joueur de rotation et de nombre, mais il va devoir travailler, rentrer dans le projet. Alors les choses se font toujours par étapes, c'est toujours plus difficile pour un défenseur, pour un joueur offensif de rentrer parfois parce qu'il y a moins de rotation, mais non, même si on a vu un centre, sans doute qu'un Loris Miokolo aurait pu nous intéresser quand même. Mamadi Bangré, surtout briller à droite, c'était un gaucher. Est-ce que toi tu as déjà réfléchi à la façon dont tu souhaitais l'utiliser à Grenoble ? On connaît ses prédispositions et ses préférences. Pas préférence parce qu'il préfère jouer à un poste, mais parce qu'il a plus d'aptitude dans certaines zones de terrain. C'est comme ça, il y a des joueurs qui ont une latéralité ou des préférences motrices dans des couloirs. Mamadi, c'est plutôt dans la partie droite du terrain, un peu à l'intérieur ou un peu à droite, mais malgré le fait qu'il soit gaucher, on le sait très bien évidemment, après ponctuellement tout est possible, mais oui, on sait que c'est plutôt un joueur qui joue à droite. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs dans ce secteur-là, que des joueurs peuvent éventuellement... J'ai des joueurs qui peuvent jouer dans les deux couloirs, qui pour le coup ont des préférences moins marquées que Mamadi, qui peuvent jouer et à gauche et à droite, mais c'est vrai que comme ça spontanément, si on regarde, on a plus de joueurs côté droit, effectivement, c'est vrai. Comme il va te succéder pendant juste après, est-ce que tu peux rapidement donner ses principales qualités et peut-être les axes d'amélioration qui restent encore déjà c'est un garçon qui est un QI foot, vraiment vous allez vite vous en rendre compte en discutant avec lui, qui aime le foot, qui est passionné, qui est curieux, qui regarde beaucoup de matchs, ça c'est pour on va dire le portrait général, qui a une très bonne éducation, qui est ambitieux, qui sent le football. Après au niveau technique c'est un joueur qui a une vitesse gestuelle, qui est en même temps capable de donner des dernières passes mais aussi d'être attiré par le but. C'est un joueur de connexion, c'est un joueur qui s'inscrit toujours dans des situations plutôt de jeu collectif, qui a besoin de mouvement autour de lui, qui a besoin de briller à travers l'animation de l'équipe et pas individuellement tout seul, même s'il est capable parfois, mais je pense qu'il sera toujours mieux dans des équipes qui ont un langage commun. Voilà, si je dois le résumer. Et puis surtout, c'est un joueur qui a besoin de s'émanciper de son club formateur, tout simplement, parce qu'il a été 2 fois prêté. Et pour le coup, là, c'est le grand départ pour lui. Je reviens sur la mission de Loïc. À quel point ça vous contraint à repenser la défense ? Il va y avoir cette perte de leadership. Et dans le jeu, pour en parler, est-ce que vous avez des... Dans le jeu, Loïc, c'est un garçon qui a la capacité à ressortir le ballon, à trouver les bonnes ressorties de balle soit pour traverser, soit pour contourner, avec son jeu long ou son jeu intérieur, qui est capable de jouer axe droit et axe gauche. On connaît son impact aussi offensif. Tout ça c'est du concret, c'est des choses concrètes. En plus de tout ça, c'est vraiment, et peut-être même la plus grosse perte, c'est la connaissance du milieu, je dirais que c'est un expert du niveau et un expert du métier, parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît que quand on les a vécues. Lui pour le coup il les a vécues, donc le partage d'expérience et la connaissance du milieu, c'est important. Ça, j'espère qu'il pourra continuer de l'amener même pendant sa rééducation, mais un joueur blessé, c'est quelqu'un qui se centre beaucoup sur son retour, ce qui est normal. Donc oui, vous voyez la typologie de notre défense et des défenseurs, on était très jeunes. On avait Momo qui était intermédiaire, on avait Loïc qui était très expérimenté, plus de jeunes. Bon là on a perdu un autre très expérimenté, en plus de Brice. Donc on va dire que les deux papas du vestiaire viennent de nous quitter en peu de temps, donc oui forcément ça change les choses. Il va falloir que des garçons prennent le lead là-dessus. Compris des jeunes ? Oui, parce que alors les jeunes vont peut-être pas pouvoir amener
leur kilomètre au compteur, ils vont amener autre chose. Mais c'est vrai que Loïc a en plus une qualité forte, c'est qu'il est capable d'être multigénérationnel dans les messages. Il peut parler avec des anciens, des jeunes, des joueurs qui viennent de l'étranger. Enfin voilà, il est entendu et écouté par tout le monde. Donc c'est rare par contre. Et à quel point un coach peut intervenir là-dessus pour faire naître ces vocations? Faut laisser la place. Que les joueurs ne le savent pas parfois. Exactement, le capitanat ça en fait partie, les échanges individuels, laisser de la place aux joueurs aussi dans leur expression individuelle. Il ne faut pas être dans l'idée de toujours vouloir tout guider, diriger, parce que ce management-là, je pense qu'il a vécu et que surtout, parfois, ça empêche certains garçons de prendre la place qu'ils pourraient prendre. Voilà, mais après, un groupe, c'est toujours une espèce de mosaïque avec des tendances qui peuvent évoluer au gré de la saison, mais surtout, chacun, même les plus introvertis, ont eu un rôle important. Il faut réussir avec tout ça à créer un contexte de travail où tout le monde se sent bien et où tout le monde se sent suffisamment à l'aise pour créer, pour faire, pour tenter, pour évoluer. Voilà, c'est ça un peu les grandes idées du management. Après, il y a besoin parfois qu'on pourrait parler de montagne parce qu'on est dans une région de montagne, mais c'est vrai qu'il y a les alpinistes qui connaissent les pièges de la montagne et on pourrait apparenter Loïc un alpiniste qui pourrait dire attention, faut peut-être pas passer par là, mais plutôt par là. Et ça, pour le coup, il n'y a que les heures de pratique qui nous amènent à ça.